Bonjour. La chronique d'aujourd'hui va parler de démographie. Donc, c'est une des compétences qu'on va étudier, c'est l'aspect démographique du monde et des pays en particulier. Parce que la démographie a ça d'intéressant. Quoique les prédictions à long terme sont souvent hasardeuses au mieux, on peut quand même faire parler la démographie de façon assez précise si on aborde le sujet de la manière un peu comme si on dit qu'en ce moment au Québec, il y a environ 500 000 personnes qui ont entre 20 et 24 ans. Bon, mais on peut dire avec relativement de certitude que dans 20 ans au Québec, il va y avoir environ 500 000 personnes de 40 à 44 ans. Donc, à moins qu'on fasse entrer massivement des gens par immigration ou qu'il y ait un événement catastrophique qui tue plein de gens, c'est une donnée qui est assez fiable. Donc, on peut regarder l'outil qu'on va utiliser en priorité pour ça, c'est la pyramide des âges. Si vous savez pas c'est quoi, allez le voir sur Internet, j'imagine. Une pyramide des âges, c'est une représentation graphique de la population d'un pays par tranche d'âge. Donc, ça va par ligne. Chaque ligne est une tranche, d'habitude de 0 à 4 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, ainsi de suite, jusqu'à 90 ans et plus. Puis c'est divisé pour la plupart du temps en hommes et femmes d'un côté, de chaque côté. Puis donc, vous allez voir, ça fait des barres. Puis ça nous fait une représentation graphique de la population d'un pays. Puis donc, en utilisant cet outil-là, on peut projeter dans le temps, puis regarder le passé, puis voir des tendances un peu, puis voir où un pays se dirige, puis il y en est où au niveau de sa population. Donc, une pyramide des âges traditionnelle, disons, historiquement, dans la plupart des pays qui sont non industrialisés, ça va ressembler à... La base va être extrêmement large, donc beaucoup de jeunes. Plus on va bas dans l'âge, plus qu'il y a d'habitants. Donc la pyramide commence extrêmement large, puis elle réduit en montant. Donc ça fait une espèce de tipi, si on veut. C'est la forme du tipi, ça va être... parce que les gens, ils vivent moins vieux, puis il y a moins de personnes. Donc plus ça avance, plus le taux de mortalité est élevé. Donc une pyramide en forme de tipi, ça va être pour les pays qui sont pas industrialisés ou qui sont extrêmement pauvres. On parle de le Congo, Haïti, beaucoup de pays d'Afrique. Ces pays-là ont un fort taux de natalité, puis donc un fort taux de mortalité chez les personnes plus âgées. Après, on a les pays qui ont une pyramide des âges stable, ce qu'on appelle en cheminée. C'est-à-dire qu'à chaque tranche d'âge, il y a à peu près le même nombre de gens. La pyramide a l'air d'une colonne. Donc ça, c'est beaucoup de pays développés, mais qui ont réussi à garder un taux de natalité assez important, ou les pays qui sont en voie de développement, puis qui ont perdu leur tipi, puis qui se transforment en ce moment en cheminée. On parle de certains pays comme les États-Unis, la France, ont réussi à garder une cheminée. Des pays en développement un peu ou qui sont proches d'avoir complètement industrialisé, comme le Mexique, des pays d'Asie aussi, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam. C'est le genre de pays qui ont une démographie en colonne. Puis ensuite, la troisième catégorie, c'est les pays qui ont une démographie en tipi inversé. C'est-à-dire qu'ils font très peu d'enfants, très peu de jeunes, mais beaucoup, la plupart les plus grosses tranches de la population se retrouvent dans les 30 à 50 ans, si on veut. Et ça, c'est très mauvais, là, si on parle des démographies malades ou en phase terminale. C'est les pays qui n'ont pas fait d'enfants du tout pendant longtemps, puis donc qui ont complètement débalancé leur démographie, puis doublé de l'industrialisation. D'habitude, ces pays-là sont fortement industrialisés, donc ça fait que les gens vivent beaucoup plus vieux, et d'où l'absence de mortalité dans les tranches d'âge les plus élevées. Ces pays-là, ça va de grave à très grave, si on veut. Là, si vous regardez la pyramide des âges de la Chine, de l'Allemagne, de la Russie, c'est vraiment c'est frappant, là, comme on voit le tipi inversé clairement. C'est vraiment c'est un peu catastrophique pour ces pays-là, là, quand on regarde que il y a un nombre important de retraités qui s'en viennent ou de personnes plus âgées.
puis donc très peu de jeunes pour les remplacer. Puis surtout qu'il faut pas oublier que quand on voit que les tranches d'âge jeunes sont vraiment basses, ça veut dire que ces jeunes-là vont faire encore moins de bébés. Donc, il y a vraiment une tendance qui s'alourdit par elle-même. Puis là, on va pas s'écarter, mais de façon économique, ça devient insoutenable pour ces cohortes-là plus jeunes de soutenir une économie dans laquelle la majorité des gens sont des retraités ou des personnes en fin de carrière. Donc, on va revenir là-dessus, mais gardez en tête quand même les trois types de pyramide des âges. Donc, le Tipeee pour les pays non industrialisés, la cheminée pour ceux du milieu, et donc le Tipeee inversé pour les démographies qui sont un peu malades, si on veut. Premièrement, on va juste faire un tour rapide de l'état de la population du monde, là. Donc, je vais faire un petit retour rapidement sur l'histoire de la population, juste en disant qu'à l'époque, on sait que collecter des calories puis la nourriture, c'était un défi. Puis du moment que les gens ont réussi à apprivoiser l'agriculture, on a réussi à développer des cités, donc des civilisations, les populations ont commencé à monter drastiquement. Mais malgré ça, pendant des milliers d'années, les techniques agricoles, donc ça prenait des terrains particuliers qui étaient fertiles, ça prenait la science agricole était assez rudimentaire, là, tout était fait à la main avec des animaux ou des esclaves. Il n'y a rien qui était mécanisé ou automatisé. Moudre le grain est un travail absolument éreintant. Donc, il y avait une variété alimentaire assez pauvre. Il y avait des famines constantes partout à peu près. Il y avait des problèmes de régularité dans la nourriture, d'approvisionnement. Exporter de la nourriture était pratiquement impossible à une époque où il n'y avait aucun moyen de transport à peu près ou réservé aux grands empires. Ça a été très long avant que l'humanité soit capable de se détacher des famines chroniques partout. En fait, on pourrait dire que le mouvement massif, quand ça a commencé à bouger, c'est avec l'industrialisation. C'est ça qui a tout changé, en fait. En 1804, l'humanité a atteint son premier milliard d'habitants. Donc, ça a repris, depuis le début de l'histoire écrite, si on veut, là, presque 8000 ans aux humains pour devenir 1 milliard. Puis c'est tombé en 1804, donc au tout début de la révolution industrielle, là. Mais après 1804, le monde a commencé à s'industrialiser, puis les méthodes agricoles se sont également industrialisées, donc on a commencé à installer des machines, à automatiser des choses, puis éventuellement on a découvert les engrais chimiques provenant de l'industrie pétrolière. Donc toutes sortes d'engrais, toutes sortes d'additifs. La science a fait des bons majeurs au 19e siècle qui ont permis qui ont plutôt influencé la botanique, donc l'agriculture et tout. Là, on a été capable de quintupler notre production agricole et de calories. Ce qui fait que ça a pris ensuite, après les premiers 8000 ans, ça a pris 123 ans à l'humanité pour atteindre 2 milliards d'habitants en 1927, suivi de 33 ans en 1960 pour atteindre le 3 milliards, 14 ans en 1974 pour atteindre le 4 milliards. Plus récemment, entre 2011 et 2022, ça a pris 11 ans à l'humanité pour passer de 7 à 8 milliards. Donc, on voit clairement une tendance là, que depuis l'industrialisation, la population a complètement explosé. C'est partiellement, en tout cas, à cause du système, on en revient Bretton Woods, de l'ordre qui a été établi après la guerre, qui a permis vraiment d'abattre toutes les frontières économiques un peu dans le monde libre qu'on appelait. Puis donc doubler avec des techniques de livraison, les paquebots transatlantiques au pétrole, donc les techniques agricoles plus avancées qui ont permis d'industrialiser la production agricole. Ça a permis même aux régions qui n'avaient pas accès à la nourriture historiquement d'importer à beaucoup de la nourriture. Donc toutes les populations ont explosé au début de leur industrialisation. Chaque pays qui a commencé son industrialisation a vu sa population quintupler assez rapidement, là. Puis en même temps, le deuxième phénomène, c'est que plus le pays s'industrialisait, plus les gens s'urbanisaient. Puis ça, c'est une règle assez universelle, là. C'est pas juste quelques exemples, c'est vraiment tous les pays à peu près qui ont traversé une industrialisation classique sont tous passés par le même processus, c'est-à-dire urbanisation massive,
suivi d'une baisse de la natalité, ce qui est un autre truc commun à peu près tout le monde, vraiment de n'importe quel continent ou de culture différente, c'est une baisse de la natalité. Quand un pays s'industrialise et s'urbanise, les gens arrêtent de faire des enfants de façon assez radicale. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'accroissement massif des populations est dû au fait comme on disait, l'accès à la nourriture qui est plus simple. Mais deux éléments vraiment importants aussi, c'est la baisse d'habitude drastique de la mortalité infantile et des femmes en couche. Donc les femmes dans les sociétés plus non industrialisées traditionnelles ont tendance à énormément mourir en couche, donc lors de l'accouchement ou avant ou après, ce qui est vraiment une plaie que les gens ont jamais réussi à éviter, mais depuis en fait l'industrialisation encore une fois puis les découvertes en médecine et tout, on a réduit ces morts-là à presque rien, donc les femmes peuvent accoucher en sécurité presque totale. On perd pratiquement plus d'enfants en bas de 5 ans, c'est très rare. Puis également l'âge, les gens vieillissent beaucoup plus vieux qu'avant. Ils meurent pas de maladie dans la cinquantaine, quarantaine. Donc ce qui fait que quand on parle de l'espérance de vie qui a monté, pas vraiment que les gens pouvaient pas vivre plus vieux avant, c'est qu'ils se rendaient pas, ils mouraient avant. Donc depuis qu'on a la médecine moderne puis des filets sociaux et donc que les gens arrêtent de mourir à des âges un peu plus jeunes, disons 40, 50, 60, la population massivement survit plus vieux. Ce qui fait que habituellement il y a comme une espèce d'épuration qui se fait à ce niveau-là dans les cohortes les plus vieilles, ce qui réduit la population d'un pays. Mais vu que ces gens-là meurent plus, ben ça fait un effet que la population monte rapidement. Donc quand l'industrialisation d'un pays commence, il y a un phénomène, les naissances sont encore élevées, mais les gens arrêtent de mourir. Donc ça fait comme un double phénomène de croissance importante, là. Donc, depuis l'industrialisation, comme on a vu, la population mondiale a littéralement explosé partout. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a atteint un peu un plateau là, aux 8 milliards. Ça continue de monter, mais la tendance globale, c'est que ça plafonne puis que ça va commencer à descendre parce que les pays qui avaient le Tipeee inverse, disons l'Allemagne, la Chine, la Russie, quand les personnes plus âgées vont commencer à mourir, ces pays-là vont perdre de la population. Donc, ils n'arrivent pas à renflouer par le bas. D'ailleurs, on va parler justement de la Chine, l'Allemagne et la Russie, que leurs niveaux sont tellement bas que c'en est inquiétant même pour l'avenir de leur nation, là. Si on compte même que les Russes sont en train d'envoyer une partie de leur jeunesse au front en Ukraine, déjà qu'il y avait un manque à gagner important. On parle d'un problème de renouvellement de la population, là. Même chose pour les Allemands, que c'est assez grave de leur côté. Puis la Chine, qui est encore plus grave, en fait. La Chine, on a appris qu'il y a eu une erreur de comptabilité, en fait, la corruption depuis 20-30 ans en Chine fait que les chiffres sont différents de la réalité, de ce que le parti même croyait être la réalité. Et donc, la natalité en Chine est beaucoup plus basse qu'on le pensait. Et le déclin démographique a déjà commencé depuis quelques années. Donc, la Chine est en avance un peu sur les prévisions. Ça va très mal pour eux, là. Ils ont vraiment... du côté des jeunes en Chine, c'est catastrophique. Puis donc, puisque le pays est pas complètement industrialisé encore dans le processus, la Chine n'a pas eu le temps de développer une économie aussi mature, disons, que les démocraties occidentales. Puis donc, il n'y a aucun moyen ils n'ont pas encore un bassin de consommateurs assez comme vigoureux ou solide pour assurer une consommation interne, là. Si on comprend en plus que la Chine est le plus grand exportateur au monde, le plus grand importateur, je veux dire, la Chine dépend du reste de la planète plus que quiconque. Et le plan un peu, c'était de faire une transition vers une économie de marché interne, mais ça va pas arriver, là. Puis donc, les plus jeunes Chinois, bientôt, vont devoir supporter un nombre incroyable de personnes âgées, de retraités et tout, avec le peu d'épargne qu'ils ont et une économie qui est pas encore complètement mature. Ça risque d'être pratiquement impossible à gérer, là. Donc, ça augure très mal pour eux. Encore, le Japon a un peu le même problème, c'est connu, mais donc, le Japon, ça fait longtemps qu'ils
qui gèrent ça de leur côté, ils ont l'air, disons, moins surpris. Donc, il y a certains pays donc qui ont un type de démographie de ce genre-là. Le Québec est un peu dans cette catégorie-là. Notre pyramide des âges est un tipi inversé. Donc, on a plus de vieux au Québec que de jeunes. Surtout la fameuse génération des baby boomers qui vraiment ressort de la pyramide des âges. On les voit, là. Ils sont beaucoup, puis ils sont plus vieux, puis ils s'en vont tous à la retraite. Le Québec, on compense partiellement avec l'immigration pour faire entrer des plus jeunes un peu, mais ouais, c'est pas le niveau, disons, de la Chine, de l'Allemagne, la Russie, mais on a quand même un gros problème à ce niveau-là. On a vraiment manqué de bébés à une certaine époque, puis donc les enfants des boomers ont de la misère à suivre le pas un peu. Les boomers n'ont pas fait tant de bébés que ça de leur côté, donc ils en ont fait moins que eux étaient eux-mêmes. Puis donc leurs enfants ont comme une tâche un peu impossible. Ils peuvent pas revenir à des niveaux d'avant boomers. C'est pratiquement impossible. Il faudrait qu'ils fassent 3-4 enfants par couple. Ça se peut presque pas. Puis donc au Québec, le danger qui nous guette, c'est vraiment la présence disproportionnée de retraités qui s'en vient dans pas long. Donc c'est que ces gens-là, les retraités, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque tranche de la population a un peu un rôle à jouer dans l'économie, là. Donc, évidemment, les plus jeunes, les 0 à 18 ans, ne travaillent pas, ne payent pas d'impôts et soutirent de l'argent au gouvernement, là. Donc, à travers le système d'éducation, puis donc à travers les parents, les primes, un peu tout ce qui va aux jeunes et aux enfants. Puis ensuite, on a les 20 à 35 ans, disons. On va faire vraiment des tranches larges, là, juste pour se donner une idée. Les 20 à 35 ans, c'est des étudiants ou des jeunes professionnels. Donc, ils font pas tant d'argent que ça, la plupart. Je veux dire, ils payent un peu d'impôts, mais pas beaucoup. Puis ces gens-là se construisent une vie, donc ils empruntent beaucoup d'argent. C'est vraiment des gros consommateurs de crédit parce qu'ils se construisent une vie souvent de 20 à 35 ans. Ils commencent leur carrière, ils vont se marier, ils vont faire des enfants, ils vont acheter une maison, ils vont acheter une voiture, ils vont acheter des meubles, ils vont acheter du linge pour les enfants, tout. Ils ont des jeunes enfants à la maison. Puis donc, ces gens-là vont acheter ça à crédit. La plupart du temps, c'est vraiment une génération qui vit du crédit. Puis ensuite, de 35 à, disons, 55 ans, les gens vont atteindre la maturité dans leur carrière. Donc, c'est là qu'ils vont commencer à rembourser toutes leurs dettes puis à économiser de l'argent. C'est vraiment le début de l'épargne pour la retraite, là. Donc, les 35-55 ans font plus d'argent, remboursent les dettes, font rouler l'économie parce que c'est eux qui payent le plus d'impôts puis de taxes. Puis donc, puis ils mettent de l'argent de côté pour leur retraite. Donc, ils investissent beaucoup dans ce qui va devenir du crédit pour les plus jeunes. C'est cet argent-là, en fait, qui est investi par les plus vieux, qui sert de crédit aux plus jeunes. Puis ensuite, après, disons, les 65 ans et plus, ils s'en vont à la retraite. Donc, à la retraite, les gens, ils vivent de leur épargne, ils dépensent plus, ils coûtent de l'argent au gouvernement pour les soins de santé un peu, puis les pensions et tout. D'ailleurs, c'est les cohortes qui coûtent le plus cher en soins de santé. Si on veut, là, ils occupent la majeure partie du système. Puis donc, ces gens-là coûtent cher à l'État et vivent de leur épargne. Donc, c'est pas de leur faute, là, on leur en veut pas, on comprend, mais c'est sûr que ils deviennent comme un peu les plus jeunes. Il faut que les autres s'en occupent un petit peu de façon indirecte. Donc, dans une démographie normale, on veut que ça balance. Il faut des gens des 4 groupes, si on veut, économiques, dans une espèce d'équilibre qui fonctionne. Du moment que tu as trop de retraités, ou pas assez de gens sur le marché du travail, mais ça devient un poids pour eux. S'il y a trop de retraités par travailleur, le système social devient insupportable, là, que les gens, les payeurs de taxes, les contribuables, arrivent plus à fournir s'il y a un débalancement. Ce qui est le cas dans certains pays, comme on disait, la Chine, l'Allemagne, la Russie. Ces pays-là vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. Sinon, la Corée, l'Italie, il y en a d'autres, là, il y en a beaucoup. Puis tous ces pays-là vont vraiment frapper un mur. Au Québec, évidemment, c'est un facteur qui va nous affecter aussi, là, le facteur économique. Mais au Québec, il y a une... si je peux m'aventurer sur le terrain politique un peu, il y a une autre réalité un peu, c'est que le Québec est une province du Canada. Puis donc, le français est en déclin. La proportion de la population qui parle français comme langue première
descend tranquillement. Puis donc, évidemment, la proportion des boomers qui sont francophones est plus élevée que les plus jeunes. Les immigrants qu'on fait rentrer, la plupart sont plus jeunes, c'est pas l'âge des boomers. Puis donc, ce qui va arriver, c'est quand les boomers vont commencer à quitter puis à finir leur retraite, non seulement ils sont beaucoup, donc ils vont occuper beaucoup d'espace dans le système de santé. Puis en même temps, c'est correct, là, ils ont payé leurs taxes, leurs impôts et tout, ils le méritent, mais ça reste comme dans la réalité, ça va être plus dur pour nous à supporter. Donc, le système va coûter plus cher ou sinon on va offrir moins de services ou il va falloir monter les taxes et impôts sur une population qui travaille mais qui est moins nombreuse qu'avant. Puis donc, c'est pour ça que économiquement, ça va nous faire mal, mais socialement, les boomers qui disparaissent aussi, c'est une bonne partie du Québec francophone un peu plus classique qui disparaît. Là. Donc, le Québec risque de changer culturellement et socialement de façon importante en pas longtemps. Puis donc, je sais pas si on est prêt pour ça un peu, mais là, il y a une question de morale un peu là-dedans ou de préférence. Là. Ça dépend de ce que vous privilégiez comme système de société un peu ou comme fonctionnement. Là. Donc, mais si on voit le Québec comme un État-nation, certains le font, là. Certains le voient aussi comme plus une mosaïque multiculturelle, là, mais pour la vision d'État-nation, la disparition des boomers va faire mal à ce niveau-là, là, un peu que on pense pas que les générations plus jeunes ont peut-être un lien aussi fort avec le Québec, là, que ça pour le meilleur ou pour le pire, il va y avoir un changement majeur. Beaucoup de pays ont aussi une cheminée sur leur pyramide des âges. Donc, on parlait des États-Unis ou de la France, entre autres, qui ont eu le même phénomène de baisse de natalité, mais qui compensent avec une immigration assez importante, puis donc qui demeure assez actif au niveau des naissances. C'est sûr que chacun de ces cas-là est un peu différent, là, où on parle également de la Turquie, qui est un pays développé, qui est quand même relativement riche, là, et qui garde une démographie assez intéressante. Donc, je dirais que chaque pays a un peu à sa manière de gérer ça. Là. Il y en a que c'est plus de l'intégrisme religieux, il y en a que c'est de l'immigration, il y en a que c'est les communautés plus culturelles de l'endroit qui font beaucoup de bébés qui compensent. Parce que d'habitude, même les immigrants, on va le dire, là, les populations immigrantes qui arrivent dans un pays développé prennent la même route. Là. Donc, ils arrêtent de faire des bébés presque immédiatement dès qu'ils vivent dans une société industrielle puis donc urbanisée. Fait que c'est vraiment pas juste... je dirais, même la culture n'arrive pas à passer par-dessus, sauf dans quelques pays qui sont capables un peu de limiter à ce niveau-là les dégâts. On parle comme l'Argentine, qui a quand même une pyramide des âges assez intéressante. Là. Donc l'Argentine a toujours décidé de faire des bébés. On disait la Turquie. On parle de l'Iran qui s'en sort pas trop mal. Des pays comme ça, là, donc même le Vietnam là, qui a une pyramide intéressante. Ces pays-là ont réussi à au moins garder un niveau de remplacement adéquat. Là. Disons que les effets des retraites massives vont être moins pires pour ces pays-là. Puis ces jeunes générations-là peuvent toujours faire des bébés. Je veux dire, ils sont encore extrêmement capables de renverser une tendance négative. Là, genre. Puis finalement, on a les pays qui ont un Tipeee classique. Honnêtement, pour la plupart, c'est des pays qui s'industrialisent, donc qui sont pas tout à fait industrialisés. Ou qui sont pas du tout industrialisés, comme plus le Tipeee est large à la base, d'habitude, plus le pays est non industrialisé. Là, on parle vraiment des pays en Afrique. Vous irez voir les pays africains, même le Nigeria, même les grandes nations d'Afrique, souvent, c'est vraiment, il y a encore un taux de natalité important. Là. Peut-être moins l'Afrique du Sud, disons, ou encore là, des pays qui sont industrialisés en Afrique, mais il y en a pas tant que ça. Donc ces pays-là, évidemment, comme on parlait de l'Afrique, ça crée presque un problème, dans le sens que ils vivent un peu à crédit, là, que ces populations-là souvent explosent grâce aux importations. S'il fallait que les importations cessent pour une raison ou une autre, là, si on fait l'hypothèse que l'ordre Bretton Woods est sur la sortie, là, donc ça va être beaucoup plus difficile dans un avenir rapproché d'importer des choses et de vivre de l'économie mondiale. L'Afrique a peut-être un problème, là, parce que l'Afrique subsaharienne
Comment dire, ils sont beaucoup, là, ils sont 1,2 milliard, puis là-dessus, 42% de la population a moins de 15 ans, ce qui fait 500 millions de personnes, et 3% a 65 ans et plus, donc 36 millions de personnes. Vous voyez la différence, là, c'est les jeunes et les vieux, 500 millions, 36 millions, c'est un continent qui est extrêmement jeune, là. C'est beaucoup de monde, 1,2 milliard, qui est très jeune, puis donc ces gens-là vont faire des bébés encore, parce que je crois pas qu'ils vont s'industrialiser. La tendance n'a pas l'air partie pour ça. Je pense que l'Afrique a raté le bateau. Donc, on parle d'une explosion de population, mais en même temps, si ces pays-là sont incapables de se fournir les importations de nourriture nécessaires, ça va créer évidemment des famines puis des guerres horribles. On parle d'une catastrophe qui est en train de peut-être de se développer en Afrique. C'est par base de comparaison, disons, en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, donc les 15 ans et moins, ce qui faisait 42% de la population d'Afrique subsaharienne. En Amérique du Nord, c'est 18%. Puis donc les 65 ans et plus, qui étaient 3% de l'Afrique subsaharienne, font 17% de la population d'Amérique du Nord. Donc en Amérique du Nord, c'est 18% pour les 15 ans et moins, 17% pour les 65 ans et plus. Ça, c'est beaucoup plus proche là, quand on compare aux 42%, 3% de l'Afrique. Vous voyez immédiatement la différence. Là. Donc, et puis en plus, nous, ça inclut les États-Unis, comme je disais, qui ont une démographie acceptable. En Europe, les taux montent à 20% et plus chez les 65 ans et plus, et à moins de 15% pour les 15 ans et moins. Il y en a que c'est vraiment catastrophique. Là. On voit vraiment pas de retour possible, je veux dire. Comme on dit, on peut pas inventer des gens de 20 ans. Là. Donc, il fallait les faire il y a 20 ans, puis ça n'a pas été fait. Donc, bonne chance. De façon générale, c'est un peu la tendance qui se dessine. Là. Je pense que quand on voit des prédictions qui sont faites de population pour 2100, c'est assez loufoque. Là. Souvent, ils prennent des chiffres de croissance continue un peu pour l'Afrique puis tout. Ça prend pas en compte, puis je sais c'est dur un peu de le faire avec assurance, là, mais je crois vraiment, moi, que comme on disait, l'ordre mondial de mondialisation est à veille de disparaître un peu comme on l'a connu. Ça va être un réveil assez brutal pour beaucoup de pays. Donc, on oublie vraiment le rôle que joue l'économie mondiale là-dedans. Puis c'est pas juste, là, on visualise comme du grain qui se fait livrer sur un bateau. Mais on parle c'est une industrie complète, là. C'est des machines pour récolter, des espèces de moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des camions, toutes sortes d'engrais qui sont faits avec toutes sortes de produits chimiques, qui sont faits avec des minéraux qu'il faut miner à des endroits. Je veux dire, la chaîne de production du monde agricole est aussi complexe qu'une autre. Là. Puis donc, un champ moyen dans un pays nécessite une tonne de choses, surtout dans le monde moderne où la plupart des fermes puis des productions agricoles sont fortement industrialisées. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Puis que très peu de gens peuvent fournir énormément de nourriture et de calories. Ben, ce monde-là pourrait disparaître si on veut, puis si les pays sont pas capables de fournir eux-mêmes ce qui leur manque, ils vont avoir des problèmes. Là. Ils pourront pas créer magiquement ces choses-là. Donc, on parle de plein de pays qui ont ni les machines, ni l'engrais, ni la nourriture comme telle. Ces pays-là pourront pas se revirer du jour au lendemain puis construire ça sur place ou l'importer. Je veux dire, juste pour les engrais, on parle de plein de produits qui sont pas disponibles partout, là, qu'il faut miner en Afrique ou dans le nord du Canada ou de la Russie. Je veux dire, de la potasse, des trucs comme ça. Donc, c'est pas tout le monde qui en a du tout, là. Puis du moment que il va y avoir des problèmes d'approvisionnement puis que ça sera plus du tout comment je pourrais dire rentable ou faisable de se procurer ces choses-là, il y a des pays, plusieurs, qui vont faire face à ce qu'on pourrait appeler des réajustements de population, là, qui vont retourner à des taux historiquement plus réalistes. Puis dans certains cas, on parle de millions de moins. Là, en Chine, on parle dans les centaines de millions de moins dans un avenir rapproché. Là. D'ici les prochaines décennies, la population de la Chine pourrait descendre de façon rapide. Puis c'est pas les seuls, d'autres pays aussi. Puis ça, comme je dis, on est déjà là, sans compter les catastrophes humanitaires en devenir. Là, parce que là, on le voit là, que c'est encore là, si on tient la thèse un peu de la démondialisation puis du désengagement américain, de la fin de l'ordre Bretton Woods, là, ça veut dire justement que n'importe quel conflit, n'importe où, peut
déstabiliser complètement toute l'économie mondiale. Là, il suffit d'une chaîne d'approvisionnement qui tient plus, un détroit à Malacca ou peu importe qui se fait fermer à long terme. Il s'agit qu'un pays décide de commencer à tirer sur des méga conteneurs ou des supports pétroliers dans un conflit régional. Tu sais, tout peut arriver, là. Puis n'importe quoi, comme je pense que l'ordre mondial est assez fragile en ce moment. Ça prendrait pas tant de choses que ça pour déstabiliser fortement à un point potentiellement de non-retour, là. C'est-à-dire que tout ce qu'on perd en ce moment, on va pas le revoir. Donc, pour plusieurs pays, c'est vraiment, vraiment catastrophique. Pour le Québec, pas tant que ça. Dans le sens que on faut qu'on surveille notre démographie, comme on dit, c'est faible pis tout, pour avoir des problèmes économiques, mais de façon alimentaire, comme on dit, on est connecté au réseau nord-américain, donc tout ce qui se fait, on a accès à peu près à tous les produits d'agriculture possibles. Notre agriculture va pas se désindustrialiser, c'est assez clair que non. Puis dans tous les cas, on peut même compenser en important des produits par camion des États-Unis puis du Mexique, fait que même notre diversité, disons, culinaire va pas en souffrir tant que ça. Ça se peut que certains produits soient plus difficiles à obtenir dans un avenir rapproché, là, style le café ou le chocolat ou des choses qui poussent dans des microclimats assez précis, qui vont être plus difficiles à faire pousser. Mais, comme on disait, le système nord-américain est assez solide et assez stable, puis donc ça nous donne accès à toutes sortes de produits, même les plus exotiques, là, qui peuvent pousser au Mexique, puis dans les îles des Caraïbes, puis en Amérique du Sud, puis dans ces coins-là. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Pas au niveau de l'alimentation au Québec. On verra pas de réajustement de population, là, ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais c'est surtout disons, le débalancement démographique en âge qui peut être une petite bombe à retardement qu'il faut surveiller. Mais, encore une fois, à part augmenter les taux de natalité de façon drastique ou recourir à l'immigration massive, il y a peu de solutions, là, on le sait ça. Donc, c'est juste de rester vigilant. Alors, ça couvre un peu disons, l'aspect démographique, les bases, là, encore une fois, le schéma de ma pensée, là, comment je perçois le monde de façon démographique. Moi, je vous conseille d'étudier les pyramides des âges. C'est vraiment un outil intéressant qui est fiable, mais comme on dit, la démographie, il faut se méfier, là. On peut y faire dire ce qu'on veut. Il faut pas, là. Il faut s'en tenir un peu aux faits. Puis à ce que la démographie nous fait de bien, il faut le prendre. Puis en se méfiant du charlatanisme démographique, là, un peu les projections, comme je vous dis. Tu sais, petite anecdote, là, mais au Québec, à l'époque, dans les années 60, lors du baby boom, des grands démographes là, avaient fait des prédictions vraiment farfelues. Donc, que le Québec allait avoir 15 millions, 20 millions d'habitants, donc la région de Montréal, 5, 6, des trucs de fous comme ça, là. Puis donc, ça a influencé vraiment, à l'époque, la construction de comme des Mirabel, l'aéroport, des choses comme ça, là. C'était toutes des prévisions à long terme, entre autres démographiques, sur l'étalement urbain, puis tout. Ils pensaient aussi que le système des banlieues allait comme continuer de se développer à l'infini. Donc, il y a eu beaucoup de spéculations qui ont été faites à ce niveau-là. Puis donc, les gens n'ont pas vu venir que la reproduction a baissé drastiquement tout d'un coup. Donc, le taux de natalité a presque disparu. Les gens l'ont pas vu. Donc, il peut se passer plein de choses qu'on peut pas prévoir, là. Comme je dis, les événements mondiaux ont une influence. Fait qu'il faut s'en tenir un peu à ce qu'on sait puis à ce qu'on peut prouver. Puis comme je disais, l'analyse par cohorte nous permet au moins de voir peut-être pas ce qui va arriver, mais ce qui va pas arriver, là. Donc c'est déjà un plus. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas si j'ai pas été clair sur certains points. Donc c'est sûr que la démographie va revenir dans toutes nos analyses et tout, mais je pense que c'est important qu'on couvre la base ici, là. Donc merci et bonne journée.